Bienvenue, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Je vous donne tout de suite les titres. Une quinzaine de ministres s'est succédé devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Tous les appels de fonds introduits en faveur du cadre de vie et des équipements collectifs ont été validés. Ils se chiffrent à 761 milliards de francs CFA. Des sommes qui seront mieux reparties sur l'ensemble du territoire national et ce au profit de tous les Ivoiriens, grâce notamment aux résultats du recensement général de la population et de l'habitat en cours depuis le 1er novembre dernier. La ministre du Plan et du Développement est à Korogo pour suivre de près le déroulement de l'opération. Lecture, écriture et mathématiques, quelles nouvelles approches pédagogiques et didactiques pour de meilleurs résultats? Ce sont des réponses attendues des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation initiés par le ministère de l'Éducation nationale. Et on en parle dans le dossier Vidici. Un convoi français est bloqué au Burkina Faso dans la ville de Kaya. En dépit de toutes les médiations, les manifestants restent inflexibles. Hors de question que le convoi traverse la ville. Ils réclament le départ des militaires français. Bonsoir à tous. L'Assemblée nationale enregistre pour cette troisième journée de séance parlementaire avec le gouvernement le passage d'une quinzaine de ministres. Il s'agit pour chacun de présenter les lignes budgétaires de son département ministériel pour adoption. 761 milliards de francs CFA validés pour l'amélioration du cadre de vie et des équipements. Lanciné Bakayoko. 204 milliards de francs CFA. C'est le montant cumulé des crédits accordés aux 3 départements ministériels en charge du cadre de vie et de la protection de la nature. Avant ce quitus, les députés ont exprimé au ministre de l'Environnement et du Développement durable, à celui de l'Assainissement et de la Salubrité et au ministre des Eaux et Forêts la nécessité d'entretenir la biodiversité et de garantir un environnement sain aux populations. Nous voulons espérer que le gouvernement pourra être appuyé, critiqué oui, mais appuyé par l'Assemblée nationale pour que les programmes qui sont prévus dans notre programme gouvernemental puissent être appliqués au profit de nos populations. Les fonds sollicités par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et son collègue de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui avait à ses côtés le secrétaire d'État chargé du logement social, ont été également acceptés. Ils recevront près de 143 milliards de francs CFA. Pour 2022, Amédée Kouakou prévoit globalement le bitumage et l'aménagement de 1922 km de route. Quant à Bruno Nabagné-Koné, priorité restera à la modernisation des procédures. Notre ambition, c'est d'en faire davantage, bien évidemment, mais cela nécessite des ressources encore plus importantes. Donc c'est le message, le deuxième message que nous envoyons, que nous adressons au ministre du Budget, mais que nous adressons également aux députés, en leur demandant de nous accompagner dans la mission qui est la nôtre. Au niveau des équipements collectifs, les besoins des 3 départements, à savoir la promotion des investissements privés, l'hydraulique ou encore le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, s'élèvent à 414 milliards de francs CFA. Selon Laurent Tchagba, le cadrage de l'action gouvernementale dans ces différents domaines mettra en avant le bien-être des usagers. Nous voulons ici remercier l'Assemblée nationale pour avoir examiné les différents budgets avec efficacité, avec rigueur. Et au travers de cette rigueur, nous sommes heureux de pouvoir finalement avoir eu le quitus pour ces différents budgets qui, mis en œuvre, vont nous permettre d'atteindre les objectifs que le gouvernement nous a fixés. Dans les semaines à venir, tous les commissaires du gouvernement se retrouveront devant le Sénat à Yamoussoukro, la deuxième chambre du Parlement, ultime étape avant les plénières. Et ces budgets présentés et adoptés pour la plupart seront mis en exécution sur tout le territoire ivoirien, grâce notamment aux données dont dispose le gouvernement sur la population. Elles sont recueillies en ce moment par les agents recenseurs pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. La ministre Nialé Kaba suit l'opération et elle est en ce moment à Korogo, à Mississauga.
Recensement général de la population et de l'habitat dans le Poro. 1375 agents recenseurs, sous la supervision de l'Institut national de la statistique, sont à pied d'œuvre pour mener à bien l'opération. Pour se rendre compte de l'effectivité du recensement et pour exhorter les populations à s'approprier l'opération, la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a effectué des visites inopinées dans plusieurs ménages à Korogo. Avec elle, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Korogo. Ici, nous sommes au quartier Air France, l'une des étapes du parcours du cortège ministériel. Et la maman, c'est là qui pour toi. Haute destination. Le village de Waranene, situé à 5 km de la ville de Korogo. L'équipe des agents recenseurs s'attelle à remplir le questionnaire. Une procédure jugée longue par les populations. Toutefois, elle montre leur intérêt pour l'opération. Pour mobiliser la population, nous avons déjà constaté que les agents sont là. Moi, j'ai déjà parlé aux gens. Je leur ai expliqué le bien fondé de l'opération et vous pouvez compter sur moi. Recenser la population, c'est tout à fait normal et c'est une bonne chose. Chaque région, connaissant sa population, peut concocter des programmes de développement adaptés à leur région. Pour le ministre Amadou Koulibaly et Niale Kaba, il s'agit d'une opération importante en vue du développement du pays qui requiert l'adhésion de tous. Je suis heureux qu'à Korogo, l'opération se passe bien et donc c'est avec un grand plaisir que j'accompagne le ministre du Plan pour s'assurer que tout se passe bien ici à Korogo et nous n'avons aucun doute qu'à l'image de Korogo, cela se passe très bien donc, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Je suis sur le terrain à Korogo, loin d'Abidjan, et je me rends compte que dans le pays profond, le message est passé. Je voudrais à la suite du ministre dire que toutes les populations sont concernées et formuler le vœu que hors de Korogo, dans les autres communes et dans les autres régions, les populations s'approprient cette opération parce que tout le monde est concerné. Lancé le 8 novembre 2021 sur l'ensemble du territoire national, le recensement général de la population et de l'habitat 2021 prendra fin le 28 novembre prochain. Et on change de décor, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en visite de travail en France. Sa feuille de route, consolider les acquis en termes de coopération et envisager de nouvelles perspectives grâce notamment au contrat de désendettement et de développement C2D, Clément Boko et Sephora Zegui. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au siège de l'Agence française de développement à Paris. 1 heure d'entretien pour passer en revue accords et partenariats entièrement financés par l'institution. Adama Diawara y a présenté ses projets. Création de classes préparatoires pour ingénieurs, renforcement des capacités des enseignants et création d'un plateau technique aux normes internationales entre autres. Il a par la suite eu un déjeuner de travail avec Campus France où un accord de partenariat a été formalisé. Je suis ravie d'avoir signé avec Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en Côte d'Ivoire une convention cadre qui permettra de financer en France les mobilités des talents de Côte d'Ivoire. Nous avons par exemple au niveau des enseignants-chercheurs la possibilité que des enseignants-chercheurs de nos universités ou de nos grandes écoles publiques puissent venir en France dans des structures d'enseignement supérieur et ou de recherche pour des stades d'immersion. Après ce rendez-vous, la délégation ivoirienne a eu droit à une démonstration de la technologie 3D, expérience chez Dassault Systèmes, un partenaire qui va accompagner les nouvelles générations d'ingénieurs et de techniciens dans la maîtrise et le déploiement des bonnes pratiques en matière d'innovation industrielle. Notre métier, c'est de fabriquer des solutions, permettre aux innovateurs de concevoir, modéliser, simuler et produire n'importe quel produit, depuis le plus simple jusqu'au plus complexe. Ces solutions, elles sont utilisées dans le monde industriel depuis de longues dates. Nous avons aussi la possibilité d'apporter ces solutions au monde académique. Et donc notre proposition, Monsieur le Ministre, c'est que pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ces mêmes outils puissent être mis entre les mains de la communauté des enseignants et des apprenants, et ainsi leur permettre d'apprendre en contexte de l'industrie. En janvier 2022, c'est-à-dire dans à peine 2 mois,
Ça sera déployé à l'INPHB, plus précisément à l'École supérieure d'industrie, et après dans les universités publiques. Et vous avez vu toutes les possibilités que ce logiciel offre. Il n'est pas question que nos étudiants n'en bénéficient pas. Dans la même dynamique, la Direction générale de la recherche et de l'innovation et l'Institut de recherche pour le développement IRD ont dressé un bilan des acquis de la coopération au ministre de tutelle. Nous avons donc en Côte d'Ivoire mis en place avec nos partenaires, notamment les universités, les centres de recherche, des outils, des laboratoires mixtes internationaux, des jeunes équipes associées, de façon à pouvoir trouver ensemble le moyen de renforcer donc les solutions à ces défis que nous connaissons tous. Au niveau du C2D, il y a beaucoup de projets, dont le projet d'opérationnalisation du Centre national de calcul, le projet NRCC, dans lequel aussi l'IRD nous accompagne et qui permettrait de rendre donc le centre de calcul très opérationnel au cœur, moteur du développement de la Côte d'Ivoire. Après le 3e contrat de désendettement et de développement C2D, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Dans l'enseignement primaire également, on travaille sur de nouvelles perspectives. Les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation se poursuivent sur le sol ivoirien. Sous-tendu par la recherche de la qualité, autant des apprenants que des enseignants, l'initiative conduite par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le projet d'amélioration des prestations des services éducatifs est dans l'opérationnel. Eugène Atoubé nous propose de voir concrètement comment ces nouvelles approches sont mises en application. Au dîner dans les locaux du CAFOP. Ah oui, faut qu'on chante. Bien, le chant, c'est le petit Booussou. Pour commencer la journée, une chanson culte bien connue dans le milieu enseignant. 2 et 3. Le petit Bossou s'en va à l'école en portant son sac posé sur l'épaule. Ce jour-là, la chaîne d'encadrement pédagogique était en formation dans un rôle d'apprenant, un véritable jeu de simulation. La simulation consiste à se mettre dans la peau de l'enseignant et faire le cours du début jusqu'à la fin en respectant les différentes étapes. Parce que les enfants, pour mieux assimiler, il faut qu'il y ait du matériel concret. Cette formation d'encadrement de la chaîne pédagogique porte sur la lecture-écriture dans le cadre du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS. Ici, une séance de simulation dans le cadre de l'apprentissage en lecture-écriture consacrée à la connaissance de ce que les pédagogues appellent les mots-outils et les lettres muettes. C'est montrer aux enfants la différence entre le singulier et le pluriel, mais en réalité sans parler de pluriel et de singulier. Parce que nous sommes au CP2 et au CP2, il n'y a pas de leçon de grammaire. Un élève de CP a besoin d'associer les sons à la lettre pour former une syllabe. Donc le projet vient mettre l'accent sur la lettre muette pour que désormais l'enfant sache que dans tel mot, telle lettre ne se lit pas. La direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC collabore au projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. À son honneur, la conception et l'élaboration en 2019 de manuels scolaires composés de livres de lecture et de livres de mathématiques respectivement appelés décodables et déchiffrables. Ces ouvrages, disponibles pour le CP1 et le CP2, sont en expérimentation dans les écoles bénéficiaires du projet PAPS et dans la même gamme s'ajoutent les livres d'exercices et de guides pédagogiques. Ils ont été revus et corrigés en juin 2021 et mis à la disposition des enseignants. Aucun mot, aucune lettre, aucune phrase ne peut être donnée à lire à l'enfant tant qu'il n'a pas vu ce mot ou bien les mots de cette phrase. Donc une fois il a fini, il a appris ça, demain là, il a déjà connu ce qu'il a appris aujourd'hui. Donc vous pouvez lui donner à lire. Voilà le principe de la décodabilité qui guide toute notre action au niveau de la lecture initiale. Ça a commencé au CP1. On a accompagné les élèves au CP2. Et cette année, ces élèves de CP2 vont arriver au CE1. Ces enfants qui ne savaient ni lire ni écrire doivent maintenant mettre en œuvre ce qu'ils ont appris au CP1 et au CP2. Les classes de CE1, justement, les ouvrages d'apprentissage en lecture et écriture pour ce niveau devraient être disponibles courant de cette année scolaire.
ceux du maître comme ceux des apprenants. Le processus de conception est en voie d'achèvement. Les enseignants relèvent tous les bénéfices pour les enfants de cette nouvelle approche de l'enseignement, que ce soit en lecture-écriture ou en mathématiques avec le déchiffrable. Le projet PAPS met également un point d'honneur à doter la chaîne d'encadrement d'outils pédagogiques et didactiques adéquats, ainsi que des moyens de mobilité, tablettes, vidéoprojecteurs, engins motorisés en plus des guides pédagogiques. Un arsenal grâce auquel les conseillers pédagogiques sont en mesure d'atteindre l'objectif que leur assigne le projet PAPS. Nous avons reçu les tablettes, nous avons reçu les vidéoprojecteurs. Ça rend le travail efficace et rapide. Merci au PAPS. Parce que depuis que nous avons reçu ces engins, en plus nous avons encore du carburant, on a une motivation pour aller déjà sur le terrain. Ça fait que nous arrivons finalement à produire les bulletins qu'on nous demande par mois. Parce que le conseiller doit produire 15 bulletins par mois. De 2019 à ce jour, 1000 instituteurs et institutrices et 118 acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique sont formés sur les nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage, de la lecture-écriture et des mathématiques. De par l'intérêt que ces enseignants manifestent pour le projet et leur engagement, la chaîne d'encadrement pédagogique peut espérer à terme la performance du système éducatif et des personnels enseignants compétents, comme attendu par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il y a des enfants qui étaient au CM2 qui ne savaient pas écrire, ne savaient même pas compter. D'ici 1 an, 2 ans, vous allez vous rendre compte que les résultats au niveau de la lecture et de l'écriture et des mathématiques, ces résultats-là s'améliorent. Ce projet porte. Grâce au projet Mon enfant apprend mieux à l'école, le pourcentage d'élèves de CP2 ayant acquis le seuil minimum en lecture et écriture est passé à 30% en 2020 contre 1% en 2019. En mathématiques, 49% en 2020 contre 24% en 2019. Des résultats qui augurent un bel avenir du PAPS. Le dossier Vie d'ici réalisé par Eugène Atoubé sur les approches didactiques dans l'enseignement primaire. On s'intéresse maintenant à ce recensement pour élaborer et valider le répertoire national des indicateurs de genre. L'Observatoire national de l'équité et du genre pilote la rédaction des rapports périodiques et un suivi-évaluation en matière de réduction des inégalités hommes-femmes en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Les travaux de l'atelier ont essentiellement été marqués par une présentation et des échanges après la présentation et l'ajustement du répertoire national des indicateurs de genre. Pour les experts, ce répertoire est un annuaire des indicateurs des différents secteurs dans le but de réaliser un suivi-évaluation en matière de réduction des inégalités hommes et femmes en Côte d'Ivoire. Plus de 300 indicateurs ont été répertoriés. Cependant, dans certains secteurs, les inégalités et disparités de genre persistent encore. Les indicateurs en matière de santé, de mortalité maternelle disent qu'il y a problème. Si on prend dans le secteur participation politique, les indicateurs en termes de représentation des femmes dans les assemblées élues et même dans les conseils d'administration des entreprises publiques montrent qu'il y a problème. Voilà. Si on prend dans le secteur de l'éducation, par exemple, il y a des progrès qui sont réalisés pour mettre les filles à l'école, mais on se rend compte que dans l'orientation, dans les filières, il y a problème. Les filles ne sont pas suffisamment dans les filières scientifiques. Elles sont dans des filières dites filières femmes, filières littéraires. Donc il y a des efforts à faire. Un répertoire national parce que la Côte d'Ivoire a pris des engagements aussi bien au plan national qu'au plan international. Et elle doit périodiquement rendre compte à travers des indicateurs précis. Et si les producteurs de données ne sont pas au courant de ces indicateurs, au moment de la collecte des données pour les rapports, nous avons des problèmes. Pour les participants, des initiatives ont permis de mener beaucoup d'actions en faveur de la promotion du genre et l'élaboration de ce répertoire national est une belle opportunité. C'est avec beaucoup d'intérêt que je participe à cet atelier de validation des indicateurs de genre parce que c'est un élément essentiel dans la prise de décision, dans l'orientation vraiment de tout ce qui a fait comme action, comme programme ou projet de développement.
Une cinquantaine de participants ont pris part à cet atelier de validation du répertoire national des indicateurs de genre. Créé en juillet 2019, l'OLEG, l'Observatoire national de l'équité et du genre, est une structure de veille, d'alerte et d'anticipation en matière d'équité et d'égalité entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire. L'ONEG assure la mission de suivi permanent de l'agenda global du genre dans la mise en œuvre des politiques et projets publics. Et on parle santé avec le point de la maladie à coronavirus pour ce 19 novembre en Côte d'Ivoire. Le pays compte aujourd'hui 15 nouveaux cas de Covid-19, 17 personnes déclarées guéries et 0 décès. En termes de vaccination, 4 041 943 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées depuis le 1er mars dernier. La vaccination reste gratuite et volontaire. Les gestes barrières, eux aussi, restent d'actualité. C'est également le cas en Afrique du Sud, où la foire commerciale intra-africaine se poursuit à Durban. Les exposants ivoiriens présents à cette deuxième édition travaillent à nouer des relations de partenariat. Et bien au-delà de vendre leurs produits, ils recherchent des financements pour le développement de leurs activités. Nous y retrouvons nos envoyés spéciaux, Kéré Adama et Jean-Jacques Kwame. Plus de 30 exposants ivoiriens prennent part à la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine IATF de Durban. Au stand de la Côte d'Ivoire, on trouve un peu de tout, café, cacao, mangue séchée, beurre de karité, vivriers, vêtements et non loin des produits de l'industrie, tous made in Côte d'Ivoire. Ces genres de rencontres permettent justement aux chefs d'entreprise de nouer des partenariats et d'avoir justement des opportunités pour pouvoir améliorer leurs activités et aussi pour renforcer les différents partenariats dans le cadre justement de la promotion de nos entreprises. J'ai eu à rencontrer du monde, tous les pays représentés, tous les pays africains représentés. J'ai eu même à rencontrer des personnes même qui ne sont pas du continent africain. Et c'est plusieurs opportunités qui s'offrent à nous en même temps. Nous, PME ivoiriennes, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas forcément de vendre sur le coup, mais c'est d'avoir des partenariats qui puissent développer, in fine, nos entreprises à long terme. Voilà, aujourd'hui, nous ne venons plus pour vendre, nous venons pour tisser des partenariats pour pouvoir agrandir nos entreprises et pouvoir les pérenniser. Après quelques jours d'exposition, les résultats sont satisfaisants. En termes de potentiels distributeurs, nous avons eu des contacts avec nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest, mais également en termes de fournisseurs, parce que notre matière première, généralement, nous l'achetons en Europe et elle nous coûte excessivement cher. J'ai eu une entreprise qui sous-traite avec le Royal Afrique du Sud qui a souhaité avoir 3 conteneurs par an. Hier, j'ai eu une entreprise égyptienne encore qui a souhaité aussi avoir 100 tonnes. Mais ça dépendrait de comment je peux acheminer ces 100 tonnes sur le Caire. Et finalement, j'ai eu un contrat avec une société belge. On savait déjà qu'ici, il y avait un véritable débouché, puisqu'il y a des entreprises qui sont en Afrique de l'Ouest là-bas, qui opèrent à partir de l'Afrique de l'Ouest et qui vendent en Afrique du Sud. Donc on venait ici pour trouver éventuellement des partenaires pour s'associer, pour dynamiser la transformation de la mangue au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais les perspectives sont très très bonnes. Nous avons eu des acheteurs, nous avons eu des partenaires techniques et des partenaires commerciaux. Des partenaires qui vont permettre de booster les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les autres États du continent africain. Retour en terre ivoirienne pour parler de développement local. La commune de Koumassi se fait de plus en plus belle au fil des jours. Le maire Ibrahim Cissé Bakongo vient d'être primé meilleur élu local lors de la journée nationale de l'excellence. Les projets de rénovation et d'embellissement qui ont changé le visage de la commune ont été présentés à une délégation de députés et de maires. Suivons-les avec Moussa Konaté. Ces personnes au guichet se procurent des tickets de transport. C'est la règle dans cette gare communale de Koumassi. Un espace bien aménagé et sécurisé. Pour avoir grandi à Koumassi, j'ai vu comment les choses ont évolué. Auparavant, c'était un désordre de grands carrefours. Pour se rendre dans d'autres communes, pour emprunter les taxis communaux, vraiment c'était un grand désordre. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle gare, tout est bien organisé, tout est bien structuré. Tu te rends à la caisse, tu donnes ton argent, tu prends ton ticket. La gare est bien faite, c'est bien situé, il y a de l'ordre.
C'est pas comme avant où il y avait le désordre. En tout cas, la gare est bien faite. Quand nous venons, on cherche tranquillement. Les passagers sont là, ils ont leurs tickets, ils montent et puis nous, on s'en va. Autre lieu, chez les vendeurs de bois. Installés de façon anarchique par le passé, ils mènent désormais leurs activités dans un endroit mieux organisé. Ici, avant, c'était un terrain. Les gens sont là pour déposer beaucoup de yama avec les gens qui jouent au ballon. Donc, monsieur le maire nous a dit bon, il va arranger ici pour nous faire du magasin pour s'installer ici. Et nous sommes d'accord avec le monsieur le maire. On nous a installés en même temps ici. L'endroit aujourd'hui est fréquentable. Tout le monde vient. Tout le monde est en sécurité. Les bagages sont en sécurité. Les marchandises sont en sécurité. Gare des taxis intercommunales modernes, vendeurs de bois bien casés, des aires de jeu dans les quartiers, les abords de rue ont fière allure. La commune de Koumassi affiche un nouveau visage. Le constat est fait par cette délégation d'élus et cadres du RHDP, conduite par Adama Bictogo. Il y a ce qu'on entend, mais il y a ce qu'on voit. Nous sommes venus, nous avons vu. Et ce que nous avons vu a renforcé encore notre fierté. Lorsqu'on s'est décliné la vision du président Alassane Ouattara, les Ivoiriens, comme on l'a constaté pendant tout le parcours, les gens sortaient de tous les domiciles, de tous les magasins pour applaudir. C'était pour eux l'expression de leur bonheur. L'expression d'avoir pour eux un homme qui s'efface devant tous les grands chantiers qu'il fait parce qu'il met en avant le bonheur du peuple de Koumassi. Et c'est ce que nous sommes venus apprécier. Ibrahim Sissé Bakongo, maire de Koumassi, est lauréat du prix du meilleur élu local 2021. Distinction reçue lors de la récente journée nationale de l'excellence. C'est la rentrée politique pour les militants RHDP de Didier Vie. L'équipe du coordonnateur régional entend faire de Didier Vie un bastion aux couleurs du RHDP. Kader Sogodogo. Cette rentrée politique du RHDP de Didier Vie est perçue par les militants comme l'heure de la grande messe. Leur mobilisation milite en leur faveur. Ils sont venus des 4 coins du département pour réitérer leur engagement ferme à servir le parti du président Alassane Ouattara. On repart, mais sur de nouvelles bases, avec de nouvelles stratégies. Je vais vous dire une seule chose. Plus jamais le RHDP ne connaîtra la défaite ici à Didier Vie. Votre fils, Alassane Ouattara, a besoin d'être soutenu. Cette rentrée politique, le coordonnateur régional RHDP, Dr Brice Kouassi, tient à marquer un nouveau départ aux saveurs du vivre ensemble et de la solidarité agissante. Le travail que le président Alassane Ouattara nous a donné là, ce n'est pas un petit travail. Didier Vie, en 2011, c'était exactement 46 villages électrifiés. Quand le président Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, 46 villages. Aujourd'hui, nous sommes à 142 villages électrifiés. Il reste un seul village. Après cette grande mobilisation à la place de l'indépendance de Didier Vie, place désormais aux tournées à l'écoute des militants. Dr Brice Kouassi, en véritable catalyseur, saura répondre à coup sûr à leurs sollicitations. Direction Dieucoué pour la célébration de la 25e journée nationale de la paix. 3 jours de célébration avec un programme dense, entre autres une marche pour la paix, une conférence publique et la distinction de plusieurs artisans de la paix. Herboué. Pour la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix, JNP, ce 15 novembre 2021, les populations du département de Dieucoué se sont retrouvées à Bapleu, chef-lieu de sous-préfecture. Le préfet de la région du Guémont, préfet du département de Dieucoué, Ibrahima Sissé, a salué l'engagement de toutes les forces vives de Dieucoué qui ont œuvré depuis la fin de nombreuses années de crise pour aboutir aujourd'hui à un retour à la paix. Malheureusement, l'on constate que cette paix est souvent perturbée. Il en a relevé 3 causes principales. La première est l'insuffisante intégration intercommunautaire. La deuxième cause que je voudrais mentionner est la généralisation des fautes individuelles aux communautés. Comme si chaque individu agissait au nom et pour le compte de sa communauté. Une autre cause, et non des moindres, est le non-respect des mécanismes institutionnels pour obtenir justice ou réparation lorsque la conciliation n'a pas été possible.
Pour adresser cet état de fait, l'autorité a invité les communautés à s'intégrer davantage entre elles. Il a aussi exhorté les populations à éviter de généraliser les fautes individuelles aux communautés et à ne pas se rendre justice soi-même, mais faire référence aux mécanismes mis en place par les autorités pour le règlement des conflits. Autre temps fort de la célébration de cette journée, un défilé des différentes couches de la population. Toujours au titre de la journée nationale de la paix à Djekanou, dans le département de Toumoudi, zone centre de la Côte d'Ivoire, la communauté Deima a organisé une prière spéciale pour la paix en Côte d'Ivoire. Soro Corona. Tous des blancs vertus, les fidèles chrétiens de la mission Deima venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire prient pour la paix. En effet, depuis le 15 novembre 1988, la mission organise à cette date de grandes prières pour la paix. Nous, fidèles d'Eima, nous faisons de la paix notre seconde religion. Depuis 1988, la révélation a été faite au grand prêtre de faire du 15 novembre la journée de la paix. C'est 8 ans après que cette paix a été décrétée au niveau national. C'est-à-dire que nous étions en avance. C'est-à-dire que la paix pour nous représente beaucoup aujourd'hui. La 33e édition de la grande prière pour la paix est initiée par la noisette Deima Salé Tahabo Toumoudi. Appel à la cohésion et à l'union afin de faire de la paix une réalité quotidienne. Des messages lancés par les officiants de la messe. Pour faire de la paix une seconde religion, il est demandé l'unité de toutes les communautés religieuses de Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous soyons ensemble pour que nous puissions avoir la paix, pas de divergence. Nous cherchons l'émergence. Donc s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas d'émergence. Donc je demande à tous les Ivoiriens de voir la paix, de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, et de se mettre ensemble. La paix ne viendra pas seulement des fidèles d'Eima. La paix viendra de toutes les communautés religieuses, de tous les Ivoiriens. Et c'est pour ça que nous demandons qu'il y ait véritablement l'union entre tous les Ivoiriens. La célébration de la paix de la mission Deima remonte à la date du 15 novembre 1948, où le président Félix Houphouët-Boigny, alors député, a rencontré la prophétesse Baguéonro, révélatrice et fondatrice de la mission Deima. Rencontre au cours de laquelle la prophétesse a demandé aux députés d'alors de faire de la paix le fondement de sa politique de libération des peuples noirs. Au Burkina Faso, les jeunes de la ville de Kaya, dans le centre-nord, manifestent. Ils réclament le départ des troupes françaises et refusent de laisser passer le convoi militaire qui doit rejoindre le Niger. Le convoi avait déjà été bloqué à Bobo et à Ouagadougou avant de poursuivre sa route. Mais la situation à Kaya est dans l'impasse. La ville est bloquée. Des bouchons s'étendent sur plus d'une vingtaine de kilomètres. Les particuliers, les véhicules de commerce sont complètement à l'arrêt. En dépit de toutes les médiations, les manifestants restent inflexibles. Hors de question que le convoi traverse la ville. Merci de votre attention et je vous dis à demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sur RTI 1. Bonsoir.